On peut maintenant acheter sur internet des tests sanguins qui sont analysés en laboratoire pour voir si on a des particules de microplastique dans le sang. Donc forcément, j'ai voulu essayer. J'ai mes 2 échantillons. Après ça, j'ai envoyé les tests aux États-Unis pour qu'ils soient analysés et je viens de recevoir les résultats. Donc on va pouvoir regarder tout ça. Est-ce que j'ai du plastique dans le sang? J'ai fait 2 tests pour voir justement si les résultats étaient cohérents l'un avec l'autre. C'est flouté, moi je regarde pas. Alors, on y va? Sur un des résultats, on me trouve 31 particules de microplastique. Et sur le deuxième résultat, on me trouve 25 particules de microplastique. Sur 2 gouttes de sang. Donc, concrètement, on parle de milliers de particules que j'ai dans le sang. Même plus que juste des milliers. Donc, je suis concrètement dans le pire de la courbe. Il y a plus de 50% des gens qui ont moins de plastique que moi. Donc, ça me rassure pas beaucoup. C'est ouf. C'est un peu flippant. Même très flippant. J'ai envie de comprendre comment est-ce que ce plastique arrive dans mon sang. Est-ce que c'est dangereux? Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Wow. It's everywhere. You go out into the world and you're going to be exposed. You're poisoning ourselves with our hand. We're finding microplastics wherever we look into your body. En fait, dans notre vie de tous les jours, on respire des particules de plastique. Ces particules, elles sont tellement petites qu'elles sont invisibles, mais elles sont bien là. Ça, c'est une des portes d'entrée. Mais on en bouffe aussi pas mal. D'ailleurs, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce truc de la carte de crédit là. Sans le savoir, nous consommons du plastique. Jusqu'à 5 grammes chaque semaine. L'équivalent d'une carte bleue. Alors depuis, il y a une étude qui est entrée en contradiction avec cette valeur, en disant que c'était infiniment moins. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en bouffe au quotidien. C'est des microparticules qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui sont bien là. Et elles sont là parce que le plastique est en contact direct avec la plupart des choses qu'on mange et qu'on boit. Du coup, je me suis dit que j'allais boire uniquement de l'eau en bouteille et manger de la bouffe en market pendant 1 mois, puis refaire un test pour voir si mon taux de microplastique avait augmenté dans mon sang. J'ai trop hâte de voir les résultats. Je sais pas si ça va véritablement augmenter. C'est quoi ces conneries? J'ai hâte. Bon, mais faut que j'aille faire les courses maintenant. Bon bah c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de notre santé physique, mais je suis super content parce qu'on va aussi parler de notre santé mentale grâce au sponsor de cette vidéo, qui n'est ni plus ni moins que BetterHelp. Bon, on vit tous des trucs qui nous bousculent, parfois même qui nous secouent. Ça peut être du stress, de l'anxiété, des remises en question, et c'est normal, c'est les choses de la vie. Parfois, on sait même pas par où commencer pour remettre un peu d'ordre là-dedans. Ça m'est évidemment déjà arrivé, ça arrive à tout le monde, et c'est ok. Mais du coup, c'est parfois bénéfique, voire important, d'en parler avec quelqu'un qui nous aidera à avancer et à évoluer. Et en ça, BetterHelp peut vous aider dans cette recherche. Parce que c'est une plateforme 100% en ligne qui permet d'être mise en contact avec un thérapeute en seulement 3 étapes. Vous remplissez d'abord un petit questionnaire sur ce que vous traversez et puis vos préférences. Après ça, on vous proposera un professionnel qui correspond à votre profil. D'ailleurs, ils sont tous basés en France et inscrits à l'ARS. Et suite à quoi, vous pourrez choisir des séances en visio, par téléphone ou même par message si vous préférez. Ce que je trouve cool, c'est que tout est pensé pour être simple et accessible, même si vous habitez loin ou que vous avez assez peu de créneaux de dispo. Et si jamais le premier thérapeute proposé vous convient pas, bah vous pouvez facilement en changer gratuitement. C'est aussi super flexible parce que vous pouvez mettre l'abonnement en pause quand vous voulez. Et pour toutes ces raisons, bah, c'est une bonne manière de franchir le pas ou juste de tester. Alors, si vous pensez que ça pourrait vous faire du bien, bah, vous pouvez cliquer sur le petit lien en description qui vous donnera 10% de réduction sur votre premier mois. Voilà, prenez soin de vous, c'est important. Merci beaucoup à BetterHelp d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous propose de continuer en vous racontant la naissance du plastique. Le plastique est né d'un rêve, celui de maîtriser la matière, de la rendre plus légère, plus solide, plus malléable, un rêve qui a véritablement changé nos vies. Mais avant de l'inventer, on a commencé par exploiter des matières naturelles comme le caoutchouc. On a même retrouvé des traces de l'utilisation du latex en 1600 avant Jésus-Christ en Amérique du Sud. Mais au 19e siècle, avec la révolution industrielle et le développement de la chimie, on commence à chercher de nouvelles matières. Parce que les matières naturelles, bah, elles sont rares, elles coûtent cher et en plus de ça, elles ont leurs limites. On peut pas en faire ce qu'on veut. Alors au fil des années, on avance dans la recherche et c'est en 1907 que le chimiste belge Leo Baekeland développe la bakélite. C'est la première résine entièrement synthétique. Et c'est le début d'une révolution.
Contrairement aux autres matériaux comme le bois, le métal ou le verre, le plastique, lui, est créé. Il naît de la chimie, souvent à partir du pétrole. Ça donne une matière modulable à l'infini qu'on peut mouler, étirer, compresser et colorer. Dans les années 1950, la production explose. Le plastique commence à être de plus en plus présent dans nos vies, léger, incassable, coloré et surtout pas cher. On le retrouve dans les Tupperware, le Téflon, les jouets, les vêtements ou encore les voitures. On a le sentiment qu'on peut tout améliorer avec le plastique. Et c'est plutôt vrai, même très vrai. On peut en faire ce qu'on veut et ça coûte que dalle. Le plastique, c'est une matière magique. Bon, on sait tous à peu près comment on fabrique du plastique. À peu près, hein, pas dans les détails. Bon, mais à la base, on part de dinosaures. T'as quelque chose à dire ? Ok, merci pour ton commentaire, qui, au bout de centaines de millions d'années, sont devenus du pétrole. Bon, d'accord, en réalité, c'est plutôt du plancton et des algues microscopiques accumulées au fond des océans, recouverts de sédiments et lentement transformés sous pression et chaleur. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier quand on dit ça? Bon, laissez-moi croire qu'il y a au moins un ou deux T-Rex dans mon réservoir de Clio, non? Quand même, j'ai le droit de rêver un peu. T'as quelque chose à dire? Je suis enchanté moi aussi. Bon, et donc ce pétrole, on le met dans des petites barriques. Voilà. Et après, on l'amène dans une raffinerie. Et dans la raffinerie, qu'est-ce qu'on fait? On le chauffe, on chauffe le pétrole, et c'est en le chauffant qu'on arrive à le séparer en différents composants, comme le naphta. Et le naphta, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on l'envoie dans une usine pétrochimique. Voilà. Et là... Ah merde, stop. Merde. Et là, on le craque, c'est-à-dire qu'on le casse en molécules plus petites comme l'éthylène ou le propylène. Puis, on les assemble en de longues chaînes, c'est ce qu'on appelle la polymérisation. Et au final, bah, on obtient du plastique, en granulés, souvent. Et ces petits granulés, bah, on peut les colorer. Et à partir des petits granulés colorés, sky is the limit. L'imagination est notre seule limite, parce que là, on le fait fondre, on peut en faire ce qu'on veut. Comme un pare-choc de Mégane, par exemple. Bon, c'est un exemple, hein. On peut aussi faire des bilboquets, par exemple, ou des dinosaures en plastique. Voilà. On part d'un dinosaure pour faire un dinosaure en plastique. Et la boucle est bouclée, je crois. En fait, les dinosaures en plastique sont faits à partir de vrais dinosaures. Eh ouais, mon pote. Bon, il y a du plancton et des algues, mais il y a au moins un ou deux dinosaures. Hein. Enfin, je crois, j'espère, je pense. Bon, par contre, au micro-ondes, je réchauffe pas dans la barquette, je réchauffe dans une assiette. Bon, et un des gros problèmes du plastique, c'est qu'il est résistant. Et c'est d'ailleurs aussi un de ses atouts, et c'est en partie pour ça qu'on l'a créé. Et ça nous arrange bien que le plastique soit si résistant et qu'il dure dans le temps. Le truc, c'est qu'il est tellement résistant qu'on en trouve maintenant partout. Et tout ça, ça nous échappe un peu. On en retrouve sous forme de particules en Antarctique, mais aussi à 11 km de profondeur dans la fosse des Mariannes, et même en suspension dans les nuages. Yes, you heard that right. According to the Environmental Science and Technology Letters Journal, microplastics are constantly floating in the air. Bon, il y a des particules de plastique dans les bouteilles d'eau, ça c'est avéré, des micro et des nanoparticules, mais le truc c'est qu'on ne sait pas encore à quel point il y en a. Il y a quand même une étude américaine qui parle de centaines de milliers de nanoparticules de plastique dans des bouteilles d'eau. Le seul truc c'est que c'est encore un peu trop tôt pour faire des généralités sur toutes les bouteilles d'eau. Et c'est un peu pareil sur l'eau potable, notamment en France. Il y a une étude qui a détecté des particules de plastique dans l'eau du robinet à Toulouse, parfois en grande quantité pour le coup. Mais c'est à peu près la même chose, c'est encore beaucoup trop tôt pour commencer à faire des généralités sur toute l'eau du robinet en France. Et puis forcément, si je j'ouvre mon frigo, bah déjà, on peut voir que c'est terriblement triste, voilà. C'est notamment parce que je ne mange que de la nourriture en barquette, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, j'ai une barquette en plastique, j'ai un vieux pot de crème fraîche en plastique, un pot de houmous en plastique, du jus de citron dans un truc en plastique, fromage blanc emballé dans du plastique, et c'est comme ça que des particules de plastique se retrouvent dans mon alimentation. Et après dans mon corps, et après dans mon sang. Mais du coup, à quel point c'est dangereux pour ma santé? Enfin, j'ai forcément plein de questions. Je vais mourir? Bah, en réalité, on est à des années-lumière de comprendre tout ce que ça implique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois qu'on a détecté du plastique dans le sang d'un être humain, c'était en 2022. Et ça veut pas du tout dire qu'on n'en avait pas avant. Non. C'est juste qu'on n'avait pas la capacité de le détecter. Mais du coup, est-ce que c'est si grave que ça?
on en est dans le sang. Ça pourrait, oui, ça pourrait, notamment parce que le sang irrigue tous nos organes. Et justement, on commence à se rendre compte qu'on en a un peu partout dans les organes. Dans les reins, dans le foie, dans la rate, je dis ça au hasard, je sais pas où ils sont. On a quand même de la chance parce que notre corps a des barrières naturelles ultra efficaces pour protéger les zones les plus sensibles, comme le cerveau par exemple. Et puis chez les hommes, il y a une barrière qui protège les cellules porteuses de l'ADN dans les testicules, et chez les femmes, il y a une barrière similaire pour protéger les ovules. Donc, thank God, on a cette barrière. Sauf que, en septembre 2024, des chercheurs brésiliens ont réussi à détecter pour la première fois des microplastiques dans des cerveaux humains. Voilà. Et puis après ça, il y a des chercheurs américains qui ont voulu faire la même chose pour voir s'ils trouvaient les mêmes résultats. Et ils se sont retrouvés face à un petit problème, c'est que c'est pas si simple que ça de le faire. Déjà parce que techniquement, il faut des méthodes d'analyse qui sont ultra pointues. Mais au-delà de ça, pour détecter des particules de plastique qui sont microscopiques, voire nanoscopiques, ça se fait pas avec un connard, une aiguille et un bout de carton. Non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il faut attendre que quelqu'un meure, puis lui prélever un bout de son cerveau, puis analyser ça en laboratoire. Mais aux États-Unis, il y a une loi qui dit que les médecins légistes doivent garder des échantillons de chaque autopsie pendant 7 ans. Donc grâce à ça, ils ont pu récupérer des échantillons de cerveau qui dataient de 2016 et d'autres qui dataient de 2024. Et en analysant tout ça, déjà ils ont trouvé du plastique un peu partout, mais au-delà de ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait clairement plus de plastique dans les échantillons qui dataient de 2024 comparé à ceux de 2016. Donc a priori, il y avait une tendance qui était vers l'augmentation de la concentration de plastique dans les cerveaux. En tout cas, sur les échantillons qu'ils ont pu analyser. Et en plus de ça, ils sont allés jusqu'à dire qu'en termes de quantité de plastique retrouvée dans ces cerveaux-là, ça allait jusqu'à l'équivalent d'une cuillère à café de plastique dans les cerveaux, qui fait quand même beaucoup. Et en plus de ça, ils ont retrouvé a priori plus de plastique dans les cerveaux de gens qui sont morts de démence. Donc, est-ce qu'il y a un lien direct? Et c'est encore trop tôt pour le dire, il faudra plus d'études, mais ça pose quand même beaucoup de questions. Et donc, avec tout ce que j'ai pu lire, avec les résultats en plus de ça, j'ai eu de particules de plastique dans mon sang, ça me surprendrait vraiment beaucoup que je n'en ai pas dans le cerveau. Et il est possible que vous aussi, vous en ayez aussi dans le cerveau et dans le sang. Et ça pourrait être un peu inquiétant, notamment parce que le fonctionnement des neurones dans le système nerveux est extrêmement précis. Donc, on pourrait imaginer que ces particules pourraient perturber leur fonctionnement d'une quelconque manière. Mais évidemment, on n'en est encore qu'au stade de supposition. Là, encore une fois, on n'en sait que dalle. Enfin bref, on commence à en retrouver vraiment partout dans notre corps. Mais en réalité, dans tout ça, c'est pas forcément les particules de plastique elles-mêmes qui pourraient être le plus dangereux, ça pourrait être ce que transportent ces particules de plastique. Un peu comme un cheval de Troie. Parce que les microplastiques, ils peuvent transporter des substances toxiques avec eux. En fait, le plastique, c'est un mélange de plein de produits. On y rajoute notamment des additifs pour éviter la buée sur les emballages, par exemple, ou pour rendre le plastique plus brillant, plus coloré, ou pour faire qu'il soit moins inflammable. Au total, on peut dénombrer plus de 16 000 substances chimiques retrouvées dans les plastiques commercialisés. Et pour plus d'un quart d'entre eux, donc 4 000 d'entre eux, on sait qu'il y a des risques, parfois graves, pour la santé. Et dans ces additifs-là, il y a par exemple le bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire qui dérégule le système hormonal. Et c'est qu'un exemple parmi des milliers de substances chimiques. Et donc, un des vrais problèmes de ces particules de plastique, c'est qu'elles sont tellement petites qu'elles peuvent rentrer en profondeur dans nos organes et dans nos cellules, et puis relarguer des produits chimiques. If you're worried about microplastics, you definitely should be worried about plastic chemicals. For plastic chemicals, we have very reliable, robust scientific data, at least for some of them, that they cause health effects, right? So we're talking about things like infertility, or we're talking about certain kinds of cancers, obesity, impacts on the brain when children are exposed to some of these chemicals, and even impacts on the immune system. Bon, mais tout ça, c'est pas une vidéo contre le plastique. Ça serait trop facile de prendre cette position de toute façon, le plastique c'est que de la merde, et puis de toute façon, c'est que à cause des grands groupes industriels, ça serait pas juste en plus de ça. Parce que, bon, là je suis dans mon studio, et si je regarde autour de moi et que je supprime le plastique de ma vie et de mon environnement, vous allez voir, il va plus rester grand chose. Si on regarde mon bureau, là mon écran, il est bourré de plastique, l'enceinte qui est là aussi, le clavier, la souris, et puis même le bureau, il y a plein de parties en plastique, là. Donc, si on enlève le plastique de mon bureau, ouais, ça fait vachement vide tout d'un coup. Ce meuble-là, tout est en plastique, là. Toute la surface est en plastique, donc ça dégage aussi.
Ouais, bah ça commence à faire un peu vide là, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le canapé, évidemment que le rembourrage et puis même le tissu en lui-même, c'est bourré de synthétique. Donc bah ça dégage aussi. Ce petit jeu commence à me casser les couilles. Il y a de l'écho. Ouais, c'est normal, la pièce commence à être sacrément vide. Et puis si on continue, la table basse. Bon bah c'est pas du bois massif, hein. Et puis le tapis, il est en synthétique. Les pots de fleurs, il y a du plastique. Mes fringues contiennent du synthétique. Mes chaussures contiennent du plastique. Tout. Donc tout ça, bah ça dégage. Oh putain. Heureusement que j'ai trouvé cette petite couverture là. Attendez. Oh non. 5% polyester. Merde. Et c'est toujours pas fini. Parce que le mur en mousse acoustique, bah il est en plastique. Et ça, c'est pas du parquet massif non plus, hein. Oh. Et mon micro, bah il est en plastique aussi. Bah alors on m'entend moins bien, hein, ça c'est sûr. Parce qu'encore une fois, bah ça coûte que dalle et on peut en faire ce qu'on veut. Vous aussi faites ce petit jeu à la maison. Vous allez voir, vous allez vite vous retrouver à poil. Ouais. J'ai froid. Bon, maintenant, ça veut pas dire que... Oui, bon, j'ai trouvé un t-shirt en coton, voilà. Bon, mais du coup, bah, c'est pas pour autant qu'on peut pas trouver de nouvelles solutions. Déjà, c'est important que les industriels se bougent un peu, ne serait-ce que pour diminuer la quantité de plastique qu'ils utilisent. Depuis 2018, les membres d'une coalition de 250 grandes marques, dont Coca-Cola, Nestlé, Unilever et Danone, ont réduit leur usage de plastique de 3%. C'est une diminution, sauf que l'objectif qu'ils devaient atteindre l'année prochaine, c'était 18%. Donc, on en est très très loin. Plastic is virtually everywhere in packaging. The beverage carton. It's called a carton, but there's a lot of plastic in there. And the layer that is in direct contact with the food is plastic. Or a can, they have a plastic kind of liner on the inside. Les Nations Unies ont proposé de leur côté un traité international contre la pollution plastique pour réguler l'ensemble du cycle de vie du plastique, de la production jusqu'à la fin de vie. Et c'est toujours en cours de négociation. Les lobbyistes du plastique qui font obstacle à ces négociations cherchent à faire rajouter un round de négociations pour que le traité, eh bien, il n'entre pas en vigueur en 2025 comme prévu dans le calendrier. Nous avons besoin d'avoir un document qui représente un point de départ ambitieux. Un vrai traité pour réduire la pollution plastique et non un traité de recyclage. Et puis surtout, bah, il faut avancer sur les plastiques du futur, qui seraient moins dangereux, voire pas du tout dangereux pour notre santé et pour l'environnement. De ce côté-là, on avance, mais on n'a pas encore trouvé la solution miracle. Il y a déjà les bioplastiques qui existent. C'est des plastiques qui sont soit fabriqués à partir de maïs ou de canne à sucre par exemple, soit biodégradables. Et parfois, ils cumulent les deux en même temps. Sur le papier, c'est plutôt prometteur, mais en réalité, bah, ils représentent qu'environ 0,5% de la production mondiale de plastique. Et puis, bah, leur fin de vie reste encore un peu floue, parce que beaucoup d'entre eux doivent finir dans des centres de compostage industriel. Certains contiennent encore des dérivés de pétrole, et il y a plusieurs études qui montrent qu'ils peuvent être parfois aussi toxiques que les plastiques classiques. Bref, il y a encore du taf. Mais il y a des innovations, comme au Japon par exemple, où des chercheurs ont mis au point un plastique capable de se décomposer naturellement dans l'eau de mer, et ce sans laisser de résidus toxiques. Mais forcément, ce genre de matière, bah, ça coûte plus cher. Et puis, bah, il y a des innovations sur le recyclage aussi, parce que recycler du plastique, bah, c'est souvent un peu galère. Surtout qu'on peut pas le faire à l'infini. Et pour ça, il y a Carbios, une entreprise française, qui a développé une technologie à base d'enzymes qui digère le plastique et le décompose pour pouvoir le recycler presque à l'infini. Il y a d'ailleurs une première usine qui est en construction en Alsace et qui ouvrira en 2025. Donc, bah, on avance quand même dans tout ça, malgré tout. Bon, on est un mois plus tard et c'est l'heure des deuxièmes tests. J'ai mes 2 échantillons et puis bah, je vais pouvoir aller à la poste pour les envoyer aux États-Unis, au laboratoire. Bon, aïe, les résultats sont arrivés. J'ai un peu hâte. Ça se trouve, les valeurs vont pas du tout être
à des taux que j'attends. J'ai hâte de regarder ça. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez au quotidien limiter un peu les particules de plastique que vous pourriez manger ou respirer, il y a des petits trucs à faire, genre pas boire de l'eau en bouteille, pas réchauffer du plastique au micro-ondes, les aliments ultra transformés, il y a plus de chances qu'il y en ait. Moins vous avez de fringues en synthétique, moins vous allez respirer de fibres synthétiques. Bon, le fait est qu'on n'en est pas là à dire qu'on va tous crever et que c'est la fin du monde, parce que c'est pas du tout le cas. Et même si on retrouve des particules de plastique dans notre corps et dans notre sang, ça veut pas dire qu'on va tous mourir demain. Mais je trouve ça vraiment intéressant et même important de comprendre les impacts que ça peut avoir sur notre corps et sur notre santé. C'est parti, on ouvre ça. Allez. Il faut bien garder en tête que ces tests, ils ont la capacité de détecter uniquement les particules de microplastique et pas les particules de nanoplastique, qui sont encore plus petites et qui pourraient être en plus grande quantité. En réalité, j'en ai aucune idée. Et maintenant, les résultats sont de particules. C'est quoi ces conneries? C'est trop bizarre. Alors donc, sur un des tests, il y avait un test qui avait détecté 25 particules et l'autre 31 particules. Et là, sur cette deuxième salve de tests, j'ai un test à 2 particules et un autre test à 16 particules. Soit beaucoup moins que les premiers tests, clairement. Et je sais pas trop quoi en penser. Je m'attendais pas du tout à ces résultats. Évidemment que j'imaginais que ça allait augmenter. Il peut y avoir plein de raisons à ça. La première, c'est que ces tests sont pas du tout fiables. Voilà, ça c'est une des raisons. De toute façon, c'est impossible là comme ça de le savoir, étant donné que c'est les premiers tests accessibles au grand public. Il n'y a même pas de comparatif possible avec d'autres tests sur le marché, mais c'est quand même super intéressant. Les possibilités de contamination avec les particules de microplastique sont beaucoup plus complexes que juste je bois de l'eau en bouteille ou je bois pas de l'eau en bouteille. Et il y a sans doute plein de choses qui nous échappent et dont on n'a même pas connaissance à l'heure actuelle. Peut-être que avant les premiers tests, j'avais été exposé à beaucoup de particules de microplastique sans le savoir parce que j'en avais beaucoup respiré à un endroit, à un moment, et que c'est pour ça que mes résultats étaient vachement élevés à ce moment-là comparé à aujourd'hui. J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que je trouve ça trop intéressant d'essayer de comprendre le plastique qui peut se retrouver dans notre corps, dans notre sang, et toutes les conséquences que ça pourrait avoir sur notre santé, sur notre corps et tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous parce que ça me soutient évidemment beaucoup. Et merci aussi beaucoup à BetterHelp d'avoir sponsorisé cette vidéo. Allez checker le petit lien en description. En vrai, ça vous coûte rien d'essayer. Et puis surtout, si ça peut vous faire du bien et vous faire évoluer, c'est que du positif. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, bye.